Oui, bonjour, oui. EMI Investigation, voilà. On aurait aimé que vous répondiez à quelques questions, s'il vous plaît. Quoi? Il m'a raccroché au nez. Ah, c'est... Oh, merci d'être venu. Bonjour. L'éducation aux médias et à l'information doit permettre à chacun d'élargir son horizon, d'appréhender le monde et sa complexité, de développer son esprit critique, de s'affranchir des chemins tracés par les réseaux sociaux, leurs algorithmes et leurs flux ininterrompus, de comprendre la valeur des contenus immatériels afin de lutter contre le piratage et de défendre les droits d'auteur. L'éducation aux médias et à l'information doit donner aux citoyens, et en particulier aux jeunes, les moyens de se réapproprier l'information et la liberté de se forger leurs propres opinions. À cet égard, une place importante leur sera accordée dans les journées obligatoires du service national universel. Combien de temps restez-vous sur vos écrans? Alors c'est difficilement quantifiable. D'abord, d'un point de vue professionnel, je travaille sur mon ordinateur, mais beaucoup sur mon téléphone, parce que j'ai le téléphone portable avec des plateformes qui sont liées avec les activités de sécurité. Combien de temps restez-vous sur vos écrans? Alors déjà, travail, la moitié du temps, parce qu'on passe beaucoup de temps à téléphoner ou à faire des courriers, des mails. Et quand vous êtes obligé d'entrer à la maison à partir de 18h jusqu'à 23h, vous êtes 5 heures le soir. Voilà, combien de temps passez-vous sur vos écrans? Mais moi, j'ai pas d'écran en fait. Et puis ensuite, pour mon usage personnel, on va dire, c'est vrai que je passe pas mal de temps, parce que je l'utilise un peu comme si j'avais une encyclopédie dans la poche. Dès que j'ai une question, je fais des recherches. Ça fait quand même une bonne partie de la journée en train de regarder votre téléphone, votre écran. La réalité des médias en France nous montre que les Français passent une grande partie de leur temps à interagir avec eux. Le temps quotidien moyen sur Internet est de 4h30, sur les médias sociaux 1h17, devant la télé, broadcast, streaming et vidéo à la demande 2h59 et à écouter de la musique en streaming 37 minutes. Une étude de businessfibre.co.uk a mis en évidence que les habitants des Philippines ont le record dans le monde, jusqu'à 10 heures par jour, avec le Brésil, la Colombie et la Thaïlande. Plus de 9 heures par jour sur Internet, juste derrière. Moyenne mondiale, 6h42 minutes. Les pratiques s'axent autour des recherches Internet, de la consultation de la boîte mail et des sites commerçants. Les stars des médias restent TF1, BFM TV et 20 minutes. La télévision, la radio et la presse imprimée représentent la majorité des utilisations hebdomadaires des sources d'actualité face aux informations consultées sur le net. Alors bonjour Céline, et merci de nous recevoir dans votre sublime bibliothèque. Bonjour, bienvenue dans notre bibliothèque. Donc vous travaillez autour des médias, et plus exactement autour de l'éducation aux médias et à l'information. Alors est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de ce programme sur le citoyen numérique? Oui, en effet, pour répondre à votre question, depuis 2016, le Conseil de l'Europe a institué le programme du citoyen numérique. Alors il y a quelques principes. Le principe premier, c'est d'être un contributeur efficace, lucide, ouvert aux autres opinions, aux autres cultures. Ensuite, c'est de pouvoir participer activement à tout ce qui est en ligne, en faisant de l'Internet et des webs en général, mais aussi du numérique technique, un environnement serein, avec de la bienveillance. Et on utilise judicieusement la technologie pour qu'elle soit en harmonie avec le reste du monde. On est attentif surtout aux droits à l'image et aux droits des personnes. Ils sont également attentifs à se former tout au long de la vie pour suivre le bon déroulement des informations et des avancées technologiques pour être toujours en phase avec leur époque. Que se passerait-il si nous les privions d'Internet? Non, les privés d'Internet n'est pas une bonne solution, car premièrement, ils vont trouver à se connecter d'une manière ou d'une autre, de manière plus sauvage, on va dire, et vous ne saurez pas ce qu'ils font.
Donc il vaut mieux maîtriser, entre guillemets, leur laisser une espèce de liberté d'expression, surveiller, encadrer et leur faire confiance. Vous avez aussi la possibilité d'accéder à des outils qui vous permettront de faire ça en bonne entente avec les jeunes. Et surtout, de leur laisser vous parler quand ils en ont besoin. Si vous fermez la porte, en cas de difficulté, ils ne viendront pas vous voir. Auriez-vous des conseils pour valoriser les médias dans nos pratiques quotidiennes? On veut dire par là, une meilleure façon d'aborder les informations, d'en profiter au quotidien. Comment profiter au quotidien des informations et en tout cas de prendre plaisir aussi à s'informer, déjà c'est de choisir son information. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on reçoit beaucoup de choses, de notifications sur nos téléphones, de différents médias qui viennent nous imposer un peu des informations. Donc ça pour moi c'est déjà, on nous impose quelque chose. Quand on choisit l'information pour nous, quand on nous la met sur un mail ou ailleurs, c'est qu'on nous l'impose. Donc, moi, je prendrais vraiment cet exemple de, on va choisir son information. On va aller choisir le média qu'on a envie d'aller consulter. Et une fois qu'on a choisi ce média, donc ça peut être d'ailleurs un média papier, un média en ligne, média radio, média télé. On a tellement de choix aujourd'hui. Et l'Internet nous permet aussi d'aller sur les sites de tous ces médias. Il ne faut pas diaboliser les bienfaits psychosociaux potentiels. Un contenu de qualité peut améliorer les aptitudes sociales et linguistiques de tous les enfants de 2 ans et plus, particulièrement ceux qui vivent dans la pauvreté ou qui sont autrement défavorisés. La télévision éducative est accessible aux enfants des ménages à faible revenu presque autant qu'à ceux des ménages à revenus plus élevés. Et chez les enfants dont la famille possède un ordinateur portable ou un appareil mobile, les obstacles à l'accès et à l'utilisation d'un contenu éducatif ont pratiquement disparu. Des émissions éducatives bien conçues et adaptées à l'âge peuvent avoir un puissant pouvoir prosocial, car elles aident les enfants à acquérir des attitudes pour contrer la violence et leur apprennent l'empathie, la tolérance et le respect. Bien utilisé, le temps d'écran peut calmer un enfant surexcité ou angoissé, par exemple pendant une intervention médicale. Toutefois, comme l'apprentissage par les écrans peut avoir un effet à la fois positif et négatif sur le comportement, il est essentiel de s'assurer d'un contenu de qualité. Une étude menée aux États-Unis entre 2005 et 2015 chez les 12-17 ans a montré que la consommation de l'immense majorité des drogues a chuté de manière significative. Cette baisse coïncide avec l'explosion de l'utilisation des tablettes et smartphones chez les adolescents. Ce que le confinement a changé avant tout pour nous tous, c'est avant tout l'utilisation massive de nos écrans, avec notamment la montée en puissance des jeux vidéo. Il en existe de plusieurs sortes, ils peuvent être collaboratifs ou pas. Ces jeux vidéo occupent notamment une place de plus en plus importante dans la vie de nos enfants, devenant souvent une source de conflits familiaux. Bonjour Manon, vous êtes donc une spécialiste du jeu vidéo dans toutes ses formes. Bonjour Céline. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? C'est souvent par manque de connaissances que les parents ne savent pas encadrer les activités vidéoludiques de leurs enfants. Le site jeuxvideo-infoparents.fr vous propose de prendre les manettes grâce à des fiches détaillées sur les jeux les plus récents et également des informations pratiques qui permettent de mieux appréhender cet univers. Néanmoins, nous pouvons vous donner quelques informations. Vous pouvez vérifier que le jeu est adapté grâce à la norme PJ et connaître son contenu. Vous pouvez maîtriser le temps de jeu. Il est possible de configurer le contrôle parental. Il faut également reconnaître les aspects positifs de certains jeux qui aident certains enfants, notamment très timides, à s'exprimer. Il faut également repérer les risques de dérive et rester attentif aux jeux d'argent. Les sites légaux en France sont identifiables grâce au logo de l'Argel. Ils s'engagent à ne pas démarcher les mineurs et à demander à tous leurs joueurs qu'ils aient bien la majorité. Surveillez également les jeux gratuits. Parce que qui dit gratuit ne le dit pas tout du long. La plupart le sont au début, mais deviennent rapidement payants. Et, vous le savez, les moyens de paiement sont très facilement accessibles aux enfants et en un rien de temps, ils vous auront dépensé tout votre argent. Il existe aussi des jeux familiaux à distance. Chacun doit charger le jeu sur sa tablette, son téléphone ou son ordinateur pour jouer à plusieurs et ensuite s'inviter mutuellement. C'est ce qu'on appelle donc le mode dit multijoueur. Il faut créer chacun un compte et un pseudonyme. Une partie de ces jeux sont gratuits. Néanmoins, la contrepartie, c'est la présence de pubs de manière massive.
Si cela vous embête, passez une version payante. Vous y gagnerez un grand confort pour une somme modique. Si vous êtes mineur, en revanche, demandez avant l'autorisation de vos parents.